Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose qu'on démarre tous ensemble ce nouveau webinaire que nous appelons de notre côté travaux pratiques. Alors, comme d'habitude, nous donnerons l'occasion à une petite ville de Debain de témoigner dans ce cadre tout à fait particulier que sont ces rendez-vous. Moi, je suis Emmanuelle Lebris, directrice adjointe du programme Petite Ville de Demain, et donc je suis ravie d'animer ce temps dans le cadre de la saison thématique Répondre aux enjeux du logement dans les petites villes de demain et organisée donc par la NCT dans le cadre du club PVD. Comme d'habitude, le webinaire va se dérouler d'une façon tout à fait habituelle. Nous donnerons rapidement la parole à nos témoignants du jour et nous aurons une séquence importante de questions-réponses à l'issue de ces interventions. Sachez que des agents de l'ANA et de la DGN sont également connectés au webinaire. Ils pourront compléter les informations et vous apporter des éléments de réponse par écrit. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions-réponses que vous trouverez au milieu en bas de votre écran. Et si jamais vous avez des problèmes techniques, n'hésitez pas à nous le manifester dans le cadre du chat que vous trouverez à droite de votre écran. Donc, travaux pratiques, c'est le premier numéro de cette saison thématique et nous avons fait le choix de traiter la question de cet horrible acronyme RHI TIRORI, donc pour opération de résorption de l'habitat insalubre et traitement de l'habitat insalubre, remédiable ou dangereux et des opérations de restructuration immobilière. Je ne m'y risquerai qu'une seule fois. On appellera ça durant notre heure ensemble RHI TIRORI. Nous avons, dans le cadre de nos plus de 1600 communes petites villes de demain, 18 d'entre elles qui sont engagées dans une telle opération. Et donc, nous allons aujourd'hui donner la parole à l'une d'entre elles, la commune de Lavelanet. Lavelanet qui, pour ceux qui ne le savent pas, est une commune de l'Ariège qui était lauréat de l'AIMI Centre-Bourg lancé par le CGET en 2014 et donc faisait partie des 53 lauréats qui avaient pu bénéficier d'un soutien en ingénierie pour finalement expérimenter ce qui pouvait s'apparenter à une sorte d'essai du programme Petite Ville de demain. Donc nous avons en la personne de Monsieur Pereira, le directeur général des services de la commune de Lavelanet, qui était déjà en poste justement dans le cadre de l'AIMI Centre-Bourg. Merci beaucoup Monsieur Pereira par avance pour cette riche intervention. Et Monsieur Pereira est accompagné aujourd'hui de Monsieur De Beauvert, référent ville durable à la direction départementale des territoires de l'Ariège. Merci également Monsieur De Beauvert. Donc je vous propose de vous laisser la main, Monsieur Pereira, pour présenter votre commune et puis aussi le projet qui, je crois, d'opération RHI Théorie qui a amené à penser un projet urbain dans son ensemble. Je vous laisse la main. Merci Madame Lebris. Bonjour à tous, à toutes et à tous. Voilà, donc je vais vous présenter le projet de Lavelanet. Lavelanet est une commune de l'Ariège, 6500 habitants. Et la volonté politique, alors sur la slide suivante, on verra voilà la revitalisation du centre-bourg. Donc vous avez un aspect visuel de la ville. Donc sur cette photo, bon, je les taillerai un peu plus tard, mais on se retrouve dans une cluse avec au milieu un cours d'eau qui vient couper cette cluse. Et le secteur centre-bourg se situe dans cette cluse. Donc tout d'abord, je vais commencer par un phasage de l'opération pour bien comprendre en fait dès le départ ce qui a poussé les élus à mettre en place cette étude de reconquête qui a été suivie d'une étude pré-opérationnelle ORCBDT, voilà, qui a donné lieu à une signature. Mais parallèlement à ce contrat, la ville elle a été lauréatisée TEPCV. Alors, ça a une importance puisque TEPCV, c'était organisé par le ministère de l'Environnement sous Ségolène Royal. Et en fait, l'État venait abonder dans un projet, quel qu'il soit, à hauteur de 2 millions d'euros. Donc, du coup, nous, ça nous a permis d'avoir une maquette financière qui nous permettait, en fait, d'avoir un projet global et structuré en phasage sur du long terme. Donc, tout d'abord, alors sur la slide suivante, s'il vous plaît. Donc Lavelanet est une commune qui se situe dans une cluse, comme on peut le voir sur la photo aérienne, avec un cours d'eau qui passe au milieu. Mais le secteur qui nous intéresse, il se situe, alors sur la photo de droite, il y a le Touille, et nous, on est plus sur le côté gauche de la photo, on est sur le cours d'eau, le Pipier. Donc c'est là où en fait est née la procédure du RHI Tirori. Alors, on va aller directement sur le diagnostic
et en fait la définition des enjeux. C'est-à-dire que on a dès le départ sur l'étude reconquête, on s'est aguerri, on a aussi su choisir de bons maîtres d'œuvre parce que ça c'est important. Il y a vraiment une chose importante et on ne peut remercier que les interventions de l'État en matière d'ingénierie. C'est que du coup, ma mission était essentiellement dédiée au RHI Tirori et à la revitalisation du centre-bourg. Donc, je me suis après associé, si on peut dire, avec un groupe de maîtres d'œuvre qui était composé d'environnementalistes, sociologues, architectes d'État. Enfin, il y avait, bon, voilà, il y a le CAUE qui est venu, il y a le département. Donc, on a mis en place une concertation publique. Et en fait, le diagnostic a été établi, certes par les experts, mais abondé par la population. Et en fait, c'est l'habitant sur un diagnostic en marchant qui a fait en fait le diagnostic de son territoire. Et on s'aperçoit que sur la ville de Lavelanet, mais il y a pas mal d'atouts, mais c'est des atouts qu'on ne voyait pas. Sur le plan, on va dire général, on voit que c'est une ville qui a de l'eau et du verre, mais on le voyait très peu, puisque Lavelanet, dans les années 50-60, était l'une des villes les plus riches de Midi-Pyrénées, grâce au textile, et elle est devenue dans les années 90-2000 l'une des plus pauvres de Midi-Pyrénées. Ben, tout simplement parce que le textile a chuté et puis bon, il y a eu lieu la mondialisation, donc une paupérisation qui s'est installée, la mondialisation, perte d'emploi. Donc voilà, du coup, on s'est retrouvé sur un territoire à redynamiser. Donc face à cet enjeu, la volonté a été de mettre en place ce diagnostic et on est arrivé à mettre en place un projet de revitalisation. Donc, vous avez sur cette carte, et je m'excuse parce que il faudrait presque une loupe pour voir les 9 projets qui structurent l'organisation, l'armature de la ville. En fait, ça part au nord et ça arrive jusqu'au sud. Juste, j'ouvre la parenthèse, je suis de formation urbaniste et je trouve que dans les collectivités, il manque pas mal d'urbanistes, ce qui permettrait de mettre en place des projets structurants. Alors tout simplement parce que je dis ça parce que j'ai copié en fait, si je peux le permettre, les 100 projets, les 100 espaces publics de Barcelone. En fait, j'ai relié les 9 espaces stratégiques de la ville à travers de la mobilité douce. C'est un peu le projet des 100 places à Barcelone. Donc, on est parti sur ce principe-là. Et les 9 projets sont reliés avec de la mobilité douce, ce qui a permis, donc, sur la slide suivante, de comprendre que de la revitalisation d'un centre-bourg avec une procédure RH Tirori, on est passé à un projet de territoire plaçant Lavelanet au cœur des 4M. Alors, les 4M, c'est 4 sites touristiques, Mirepoix, Montbel, Montségur et Mondol. Alors, pourquoi Lavelanet est au cœur? Déjà géographiquement, mais l'idée, c'était de faire converger tous les flux touristiques vers le centre et vers Lavelanet. Et puis, sur Lavelanet, l'idée, c'était, quand on arrive de Mirepoix au nord, on arrivait devant, en fait, un gymnase et surtout, on arrivait devant une route départementale qui faisait la part belle à l'auto et pas à la mobilité active, comme on dit maintenant. Et donc, l'idée, ça a été de faire une mobilité active à travers les 9 projets pour rattraper la partie nord du territoire qui amène les touristes vers Montségur. Et l'objectif, en fait, c'était de faire converger tous les touristes vers le centre-bourg pour le redynamiser. Alors, effectivement, je parle d'un projet touristique, mais sans oublier les habitants qui vivent au quotidien dans ce secteur. Donc, sur la slide suivante, donc, on a une définition des 9 projets. Bon, on peut rapidement passer là-dessus. On peut juste évoquer l'entrée de la ville, de la rue Alsace-Lorraine, où on voit que là, en fait, on a donné une part belle à l'espace public. Sur la photo du haut, il faut imaginer qu'en fait, tout était voué à l'automobile. Donc, on avait une route départementale qui, avec le stationnement, on était à 9 mètres et qu'on a réduit à peu près à 6 mètres. Et tous les bas-côtés, on l'a donné, en fait, on l'a rendu, si on peut dire, comme ça, aux piétons, aux cyclistes, pour avoir une mobilité active qui soit présente sur la ville de Lavelanet. Donc, sur la slide suivante, vous avez quelques photos, en fait, de ce qui a été réalisé. Donc, on a végétalisé, on a pris en compte, bien entendu, les changements climatiques, hein. Bon, là, on ne le voit pas trop, mais sur cette avenue, on a planté des arbres tout le long. On a également modifié l'éclairage public avec de la LED.
Donc là, vous voyez cette forme de cône, mais en fait, elle rappelle le tissu de la Blanais. Voilà, c'était un petit clin d'œil historique à notre ancienne industrie. Donc ensuite, sur la slide suivante, ben, on voit également qu'on a végétalisé, mais on a mis en fait des sols perméables permettant ben, de faire infiltrer l'eau. On a également mis des arbres fruitiers. Ben, ça arrive que pendant le printemps, ben, on a des administrés ben, qui viennent cueillir des abricots, des cerises. Et bon, ça donne une touche supplémentaire au fait qu'on rende l'espace public à l'habitant. Donc, vous voyez bien que d'un projet global enfin, au départ, c'était du RHI Tirori, on est passé à un projet de territoire qui va à l'échelle des deux intercommunalités, à l'échelle du pays des Pyrénées-Cathares. Et donc là, je vais me recentrer sur le secteur Sécoustous. Donc, le secteur Sécoustous, là où a pris naissance le projet, vous avez sur les photos là ce qui était le pipier. Et dans les années 50-60, on a recouvert le pipier, tout simplement parce qu'en amont de ce pipier, il y avait les usines industrielles. Donc, qui, en fait, faisaient le tissu. Et donc, tous les jours, mais c'était habituel, une fois le cours d'eau était bleu, était rose, c'était en fonction, en fait, de la couleur des vêtements et des saisons, on va dire, vestimentaires. Donc, du coup, ben, les industriels qui, à l'époque, ben, c'était eux qui décidaient, il faut pas se le cacher, ont décidé, en fait, de recouvrir ce cours d'eau, le pipier. Et donc, ils ont tout simplement fait une dalle en béton, très simple, mais ça a quand même enlevé du cash à ce territoire. Donc, sur la slide suivante, on voit en fait comment c'était articulé. Alors, sur la photo de gauche, il y a une chaussée qui a été cachée par des poteaux béton et puis c'était une dalle béton. Et on appelait ce site la dalle. Voilà, on était en plein dans le modernisme. C'était du béton et de l'auto. Alors, je vais faire un bond en arrière. Donc, sur ce secteur-là, euh, bon, on avait quand même, suite au départ des industries, on a eu une paupérisation du centre-bourg et on a mis en place le dispositif RHI Tirori. Alors, le dispositif RHI Tirori, pardon, nous a permis en fait de cibler les immeubles à démolir. C'est très simple parce qu'en fait, on avait besoin d'aérer le centre-bourg. On avait besoin en fait que les gens puissent, ben, je vais dire comme ça, mais retrouver le soleil et respirer. Donc, on a défini deux périmètres et on a essentiellement travaillé sur le premier périmètre. Donc, le premier périmètre, c'est le secteur Sécoustous. Et donc, vous voyez en jaune et en bleu les bâtiments qui ont été identifiés. Il faut savoir qu'aujourd'hui, tous ces bâtiments ont été entièrement démolis. Alors, ils ont permis d'avoir un aménagement urbain derrière avec une réouverture du pipier que vous verrez un peu plus tard, ce qui a permis en fait de réhabiliter tous les bâtiments qui sont en flanc de colline. Donc là, sur le cadastre, vous voyez, c'est les bâtiments qui sont sur la droite et ces bâtiments ont eu une fonction, on va dire, très négative, c'est qu'ils ont empêché en fait que les forêts puissent rentrer dans la ville en fait. Elles ont fait office, ces bâtisses, de barrière entre le béton et le verre. Mais vous le verrez un peu plus tard sur la slide, mais il faut garder à l'esprit que l'idée de départ, c'était quand même une réhabilitation du bâti. Donc sur la slide suivante, on s'est un peu plus développé sur le périmètre 1 et on s'est aperçu qu'on avait du bâti très très dégradé, bon, très paupérisé. Bon, il fallait qu'on traite l'habitat, mais derrière on avait quand même un projet, c'est qu'en traitant l'habitat, il fallait également qu'on traite l'espace urbain et c'est ce que nous a permis le RHI Tirori. Et alors, je suis très étonné que peu de communes l'utilisent parce que je peux vous assurer que sur le second périmètre que je pense qu'on réalisera dans un second mandat, on reviendra sur la procédure RHI Tirori parce que l'ANA a très bien compris, même si l'ANA a pour objectif de créer du logement, l'ANA nous a permis de démolir et de faciliter les procédures. Certes, on a reconstruit du logement, mais on va dire en dehors du périmètre, mais je veux dire, chacun a trouvé en fait et a pu répondre à ses objectifs. Nous, on a retrouvé un espace public de qualité et l'ANA a pu produire des logements. Alors juste, je ferai un petit clin d'œil sur cette carte.
Donc sur cet espace qui a fait l'objet d'une réhabilitation sur le bâti qui est en front de colline, qui a fait l'objet d'une réhabilitation de l'espace public, là où on voit le numéro 4 et un suivant. Et sur la droite, en haut, il y a ce qu'on appelle l'ancien hôtel. Alors l'ancien hôtel, c'est un hôtel de Lavelanet. C'est un hôtel qui actuellement a fait l'objet d'un dispositif assez important de l'État, puisque à travers le fonds Friche, ça nous a permis de réhabiliter l'hôtel. Actuellement, on est en négociation avec les banques et le porteur de projet, on l'a trouvé, pour réhabiliter cet hôtel. Donc, vous voyez d'une procédure de RHI Thierry ce que ça a conduit. Ça a conduit qu'on est allé un peu plus loin que le périmètre qui avait été défini dans le RHI Thierry. Alors, certes, dès le départ, on peut se dire que le périmètre est petit, mais on peut faire confiance aussi à l'investisseur privé qui, en voyant ce qu'on a mis en place, eh ben, lui, il a travaillé certes dans le périmètre, mais il a travaillé tout autour du périmètre. Hors de ce périmètre, non loin, il y a, parce que je vous invite bien entendu à venir à La Blanée et à visiter ce centre-bourg, hors de ce périmètre, il y a un ancien hôpital. C'est l'hôpital rue René Cassé. Et pendant des années, cet hôpital, eh bien, il est resté fermé. Là, du fait d'avoir réhabilité, d'avoir redonné une impulsion, on va dire, en matière d'habitat sur ce centre-bourg, un investisseur a acquéri ce bien à l'ARS et il a créé 21 logements. Bon, malheureusement, ces 21 logements, on les voit pas dans les rendus de OPA RU qui est actuellement sur le territoire parce que le privé, en fait, bon, il n'a pas voulu bénéficier de subventions dans le cadre de cette opération. Alors, je reviendrai sur un peu plus loin sur ce bâti. L'objectif, ça a été aussi de redynamiser cet espace à travers un aménagement d'espace public, mais le bâti est resté quelque chose d'important pour nous. Et on s'est aperçu en fait que, certes, on a un bâti qui est très collé, qui est très étroit. On a effectué de la démolition pour aérer et pour permettre aux forêts d'investir le centre-ville, mais on a trouvé aussi du remembrement urbain de l'habitat, c'est-à-dire qu'on a des personnes, des investisseurs, qui au lieu d'acheter une bâtisse, en ont acheté une ou deux. Et puis, ils ont cassé les cloisons entre. Du coup, on se retrouve avec des appartements qui, par palier, sont passés en gros de 40 mètres carrés à 80 mètres carrés, ce qui permet aussi d'avoir des appartements quand même qui permettent une qualité de vie, parce que bon, il faut pas oublier, il y a tout ce qui est normes PPRI, il y a aussi tout ce qui est accessibilité, qui quand même dans le centre-ville nous impacte fortement. Mais comme quoi, on peut arriver à faire des choses quand on met tout le monde autour de la table, puisqu'on avait mis aussi certains acteurs économiques, et on a facilité aussi le remembrement urbain. Alors, donc ici, donc je vais revenir, je vais quitter un peu le domaine de l'habitat et je reviens sur le secteur Sécoustous proprement dit, mais sur de l'aménagement urbain. Donc, vous avez cette place. Et juste à côté, derrière, donc on voit l'église sur la photo. Et derrière l'église, on voit un angle. C'est l'angle d'une ancienne maison de retraite qu'on a démolie, qui dès le départ devait faire l'objet de la procédure RHI Thierry. Réglementairement, ça pouvait pas. Donc du coup, on a déporté la procédure RHI Thierry en centre-bourg. Mais aujourd'hui, il faut savoir que ce bâtiment a été entièrement démoli. Donc on peut s'apercevoir que le RHI Thierry quand même a donné des envies, beaucoup d'envie à des investisseurs, à la collectivité de réinvestir ce territoire. Donc sur la slide suivante, donc on trouve voilà le projet du secteur Sécoustous, où en fait on a avec la procédure RHI Thierry démoli 9 immeubles. Alors au départ dans la procédure on était à 7, 8 et puis au fur et à mesure les élus ont souhaité aller un peu plus loin dans la démarche et on a démoli 2 immeubles supplémentaires. Sur la slide suivante, ça reprend un peu le projet d'une manière urbaine. Donc, on voit qu'au milieu, sur la partie droite de la photo, on a démoli les bâtiments et on a végétalisé. Et on a laissé une part belle à l'espace public. Alors, sur les slides suivantes, vous avez encore le projet. Et le projet, on voit qu'en fait, on n'a rien inventé puisqu'on retrouve la chaussée du Pipier,
qui, au début du XXe siècle, avait été recouverte par la dalle. Donc, en fait, vous verrez sur les photos suivantes, on retrouve à peu près la même organisation du bâti, sauf que actuellement, maintenant, tout le bâti que vous voyez sur cette ancienne photo, devant la chaussée là, n'existe plus. On a démoli et on a végétalisé. Alors, sur la slide suivante, donc on a travaillé, comme je l'expliquais, sur un axe nord-sud, mais on a également travaillé sur un axe est-ouest, c'est-à-dire qu'on a souhaité relier les deux sous-là. Alors, le secteur Sécoustou se retrouve à droite, donc vous voyez toute la forêt. Et ensuite, de l'autre côté, c'est Sainte-Rufine, en fait. Et on a voulu les relier en créant, en fait, le Cardo et le Décamanus. Et au milieu, bien entendu, avec le secteur Sécoustous. Donc, vous voyez la procédure hiérarchie, d'une procédure hiérarchie, où est-ce qu'on peut aller? C'est-à-dire qu'on revitalise tout un centre-bourg. Sur la photo, donc sur la partie gauche, voilà, merci, non, vous pouvez la laisser. Donc sur la partie basse, c'est là où on est à Sainte-Rufine, et juste à gauche, c'est là où en fait j'évoquais le projet de réhabilitation de l'hôpital. Donc il se retrouve juste, malheureusement, on le voit pas en photo, mais vous voyez à travers l'aménagement urbain, juste à côté, on a pu créer 21 logements, 21 appartements qui sont complets. Et en rez-de-chaussée de ce bâti, on a des prestataires de services, kinés, podologues et des sociétés bureautiques. Nous, notre secteur qui nous intéresse, c'est la partie haute. Voilà, la photo en haut. Donc, avec le secteur Sécoustous, où là, en fait, on a fait une percée dans la montagne. Et c'est le projet que j'ai nommé les forêts urbaines, en fait. C'était un clin d'œil pour que la forêt réinvestisse le centre-bourg. Donc, sur la slide suivante, euh, il faut garder à l'esprit cette trame bleue et verte qu'on a souhaité conserver, c'est-à-dire qui nous a permis de relier les 9 projets urbains à travers de la mobilité douce, mais également, on avait quand même à l'esprit de remettre à l'air libre l'eau et également de végétaliser un maximum. Donc, vous voyez en bas une coupe transversale de la ville. Et le secteur Sécoustous, c'est celui qu'on trouve bien entendu entouré des pointillés bleus et avec une ouverture du canal. Mais cette photo, enfin, cette maquette nous permet de comprendre en fait l'organisation de la ville avec 2 cours d'eau qui coupent la ville et des montagnes sur les côtés. Et je veux dire, ce projet-là a reçu quand même aussi un prix climat aussi, puisqu'on a pris en compte toute malheureusement le changement climatique qui s'opère dans nos territoires et on a pu quand même redonner, faire descendre les températures en été. Autre particularité sur ce projet-là, c'est qu'on avait donc le projet du secteur Sécoustous et juste à côté, on avait le projet des forêts urbaines et on a réussi à faire travailler 2 architectes ensemble. Et donc, on se retrouve sur un projet global avec 2 maîtrises d'œuvre complètement différentes, avec des méthodes complètement différentes, mais on est arrivé à les faire travailler ensemble et à ce qu'il y ait une logique d'ensemble entre ces 2 maîtres d'œuvre. Donc, l'un, c'est Barthélemy Dumont, qui est un architecte de l'école de Chaillot et qui est basé sur la Blagné. Et Yves Catala, lui, alors il est basé sur l'Ariège, mais il est parisien. Voilà. Alors, sur la slide suivante, donc on arrive au bout. Donc là, on est en phase travaux. C'est pour vous donner une idée quand même que c'était pas simple de réaliser ces travaux-là. On a démoli 9 immeubles et on aperçoit sur la photo de gauche la dalle du pipier qui, elle, va être mise à nu sur les photos suivantes. Donc, si vous pouvez, voilà. Donc, on a eu sur ce projet-là un prix de Bâti Plus pour la qualité des matériaux que l'on a utilisés. Bon, on a utilisé de la pierre, bon voilà, bon, on a végétalisé. Et la particularité de ce projet, c'est qu'on a mis des jardins flottants. Donc, en fait, ce sont des jardins flottants, comme je l'évoquais. Et selon le niveau du cours d'eau, ben, le jardin, il monte ou il descend. Et je crois qu'en France, on est 3 ou 4 à l'avoir mis en place d'un point de vue visuel, d'un point de vue de la biodiversité. C'est quelque chose d'exceptionnel. Ce cours d'eau, il faut savoir que quand on l'a mis à l'air libre,
on était à peu près à 1 mètre de sédiment. Il n'y avait pas d'eau. Voilà. Le fait d'avoir démoli la dalle, on a extrait 1 mètre, le niveau d'1 mètre de sédiment, et puis peu à peu, le cours d'eau est revenu. Et actuellement, ben, on a des canards, on a des truites, bon voilà. On a également remis la biodiversité au sein de ce projet. Et donc, c'est quand même un joli clin d'œil. Autre particularité de ce projet, et on le verra sur la slide suivante, avec voilà, donc le cours d'eau, avec la chaussée qui fonctionne très bien. On a pris attache d'un hydrogéologue aussi, parce qu'on avait peur que pendant l'été, on n'ait pas d'eau, en fait. Effectivement, on a usé, on a rusé avec des bâtards d'eau pour avoir toujours de l'eau et permettre aussi à ce jardin flottant d'être toujours en équilibre et toujours de bénéficier d'eau. Donc, en période estivale, on est en pleine floraison et c'est magnifique. Donc là, j'ai marqué j'ai mis dans cette slide la coupe de ce jardin flottant. Donc voilà, donc il reste sur place. Donc vous avez un câble qui permet de le maintenir. Parce que bien entendu, en période, quand on arrive avant l'hiver ou après l'hiver, bon, le pipier quand même débite pas mal d'eau et bon, parfois le jardin il est pas mal secoué, mais quand même il tient bon. Enfin, je veux dire, il s'est jamais disloqué. On n'a jamais eu de problème. Ça a jamais créé d'embâcle. Donc on est très fiers de ce jardin flottant. Alors, du coup, euh, voilà une image de ce que ça donne de l'autre côté. Voilà, donc on a végétalisé, on a mis des arbres fruitiers, on a mis des tilleuls. Bon, voilà. Et en pied, on a mis des vivaces et des graminées et des petits arbustes avec des rosiers. Ça nous a permis également de traiter l'espace public d'un point de vue stationnement des véhicules. On ne le voit pas sur la photo aussi, mais on a mis également des bornes enterrées pour les déchets. Donc, du coup, ça donne aussi un aspect visuel très agréable de cet espace public. Et donc, pour finir, donc vous avez ici plusieurs photos de la réussite de ce projet. Excusez-moi, je vais être un peu chauvin, mais je pense que oui, on l'a réussi parce que on a conservé sur une façade, on l'a conservée blanche tout simplement parce que on a mis en place, grâce à cet espace, des jeudis de l'été. Et en fait, l'administré est venu réinvestir cette place. Et vous avez une très belle photo sur des orchestres qu'on a mis durant le mois d'août. Et ça a très bien fonctionné. On a eu aussi la facilité de couper la circulation de l'automobile et de permettre aux piétons d'être très à l'aise sur cet espace. Voilà. Mais je vous remercie en tout cas pour votre attention et je suis prêt à vous répondre. Merci Merci. beaucoup, Alexandre. C'était fort intéressant et très bien illustré. Vous avez d'ailleurs les félicitations de Simon Gilliot qui annonce un superbe, pardon, projet urbain. Donc voilà, le compliment est passé. On a des questions, deux questions, deux interventions concernant l'ABF, donc les architectes de bâtiments de France. Comment, il me semble que vous êtes du coup concerné par la conservation des monuments historiques, non, c'est pas le cas? Non, non, alors ça n'a pas été le cas. Alors la particularité, alors accrochez-vous et puis je vous raconterai pas de bêtises, c'est qu'on était encore en POS et dans la zone UA du POS, on n'était pas soumis à permis de démolir. Donc du coup, on a démoli ces 9 immeubles sans autorisation. Bon, c'est une particularité qui va être effacée dans le cadre. Bon, actuellement, on est en cours d'élaboration du PLUI, mais à cette période-là du projet, on était en. Voilà, c'est une particularité que j'ai jamais compris. Je vous le cache pas. Moi, j'étais assez content parce que je me suis dit, on va pouvoir démolir. Ceci dit, on a toujours associé l'ABF, on a toujours associé le CAUE dans tout ce projet-là parce qu'on avait toujours besoin d'avoir quand même une analyse fine quand même d'un ABF. Il faut savoir que dans la maîtrise d'œuvre, on avait alors, Barthélemy Dumont qui sort de l'école de Chaillot et on a également Rémi Papillot. Rémi Papillot, donc, qui intervient pas mal sur Paris et qui intervient à l'école Chaillot, qui sont des hommes de l'art et qui quand même, quand ils peuvent conserver le bâti, ils le font. Là, on a eu cette chance-là, c'est-à-dire que ben, on a pu démolir sans ABF, donc puisqu'il n'y a pas de périmètre ABF sur la zone aussi. Hmm.
Avant de passer la main à Émeric, peut-être pour des questions un peu plus générales sur RHI, Tirori, Alexandre, il y a tout un aspect que vous n'avez pas évoqué, c'est le coût du projet, et puis peut-être aussi revenir sur la durée. Alors sur la durée, on est allé très très vite, hein. En 3 ans, on a réhabilité l'avenue Alsace-Lorraine, comme j'évoquais, on a démoli l'ancienne maison de retraite et on a réalisé ce projet. Certes, sur la phase du RHI Tirori, c'est assez long parce qu'administrativement, il y a pas mal de commissions à passer, mais je remercie la délégation ariégeoise et également Anna Central parce qu'on a été très très bien accompagnés. Certes, il y avait le cabinet Urbanis, bon, je ne vais pas faire de la publicité, mais on a été accompagné également avec le cabinet, mais je veux dire, l'ANA centrale et l'ANA, la délégation ariégeoise, sont venus à plusieurs fois sur le territoire et nous ont accompagnés au fur et à mesure de cette opération, puisqu'en fait, sur la partie démolition, on était essentiellement sur un outil du RHI Tirori en acquisition démolition et on était à hauteur de 600 000 euros entre acquisition et démolition. Et ensuite, alors comme je Pour les l'évoquais, 9 bâtiments, pardon, pour les neuf pour les 9 bâtiments? bâtiments, exactement. Pour les 9 bâtiments. Alors, la chance qu'on a eue, on va dire, pour les deniers de la ville, c'est que, étant donné qu'on était dans une phase, on va dire, de déshérence du centre-ville, les gens ont bradé ou voilà, ont bradé leurs biens parce que voilà, ils avaient beaucoup de problèmes de location. Enfin voilà, il y avait quand même pas mal de soucis sur ce centre-bourg. Bon, malheureusement, ben, il y avait des réseaux je dois quand même l'évoquer, de prostitution, de drogue. Voilà, c'était quand même assez important et assez grave sur le territoire. Donc, pour que les élus réagissent et mettre en place ce projet. Donc, du coup, on a pu acquérir et on a acquéri tous les bâtiments à l'amiable sur des échanges et des discussions avec les propriétaires. Et ensuite, donc sur cette première phase acquisition-démolition grâce à l'outil RHI Tirori, on est à 600 000 euros. Et ensuite, le programme TEPCV nous a permis de financer l'aménagement. C'est pour ça que dans le phasage, j'ai mis la lauréatisation de TEPCV, c'est-à-dire que TEPCV est venu accompagner, est venu, on va dire, finaliser toute l'opération qu'on avait mis dès le départ. Et sur ce projet-là, on est à 650 000 euros hors taxe de travaux. En coût, on est à un global de 1,2 million. Le dernier chiffre que vous évoquiez, pardon, j'ai une 650 micro. 000 euros hors taxe. Oui, mais c'est pour la seconde tranche, la seconde opération Alors, Tirori? c'est pour la phase travaux aménagement de l'espace public. D'accord. Parce qu'il me semble tout à l'heure, pardon, que vous avez évoqué une nouvelle opération RHI Terrori Alors, à venir. moi, j'aimerais utiliser à nouveau le RHI Tirori sur alors le périmètre numéro 2, on peut le voir dans la slide dès le départ. Alors, si on peut y aller, là où j'évoquais, voilà, hop, voilà, c'est le ci. Alors, euh, j'aimerais utiliser la procédure RHI Tirori sur cette slide-là, Hmm. également créer de l'espace public, je ne vous cache pas, parce qu'en dessous, on a toujours le pipier qui est en dessous, c'est-à-dire que l'idée des élus, c'est de reproduire en fait ce qu'on a déjà fait, mais sur la partie amont. Dans le périmètre 2, juste à côté, on a l'école Georges Sand, qui elle, bon alors on n'est pas dans un périmètre ABF, mais nous, on y a quand même, on fait attention à sa qualité architecturale, et juste à côté, on a l'hôtel du Parc, celui que j'évoquais tout à l'heure, qui fait l'objet d'un fonds friche et qui, je l'espère, va connaître une réhabilitation prochainement. Est-ce que vous avez déjà, d'ores et déjà, anticipé l'acquisition de certains des bâtiments? Non, pas du tout. Non. D'accord. J'espère que l'ANA remettra un, un chargé de mission à la disposition des collectivités. Est-ce que vous pouvez évoquer les subventions que vous auriez reçues ou que la commune aurait reçues sur la phase travaux, justement? Alors, sur la phase travaux, alors j'ai eu du FNADT, j'ai eu du FSIL, j'ai eu de la DETR, j'ai eu du TEPCV, du RHI Tirori, département, région. Voilà. Et un reste à charge pour la collectivité de quel ordre? Alors, le reste à charge, il est de 20% dans chaque opération. Oui, vous avez maximisé les aides. Exactement. Alors, sur cette partie-là, on voit l'intérêt du chef de projet, en fait. Euh, parce que s'il m'était arrivé quelque chose,
Je vous cache pas, ça aurait été très compliqué pour mes collègues parce on a mis en place une ingénierie financière assez complexe. Voilà. Parce qu'il y Mm. avait pas mal de partenaires. Mm. Et ensuite, oui, voilà, on a été subventionné à hauteur de 80% sur l'ensemble des projets. Mm. En matière de stationnement, finalement, vis-à-vis des logements, comment c'est organisé dans l'espace? Alors en fait, vous avez, si on reste toujours sur cette carte, on a développé, on va dire, le stationnement. On a essayé un peu on a supprimé quelques places sur la place Henri Porté et on en a mis tout le long des bâtiments qu'on a démolis. On a retrouvé plus ou moins un équilibre en matière de stationnement, mais il faut savoir que vous avez la carte du périmètre 1, après on a un îlot et après on a une rangée d'arbres ici que vous voyez sur le plan à gauche. Ici, on est à 2 minutes à pied d'un périmètre à l'autre et en fait, les administrés se garent de ce côté-là. Après, il y a pas mal d'administrés qui ont réhabilité le bas de leur immeuble en garage, quasiment. En fait, ce secteur-là, c'était le secteur le plus dynamique en matière de commerce. Avec la paupérisation, on a perdu des commerçants. Du coup, le commerce est devenu un garage. Et malgré tout, ça fragilise pas le dynamisme de la rue? Non, parce qu'en fait, les commerçants se sont déportés le long en fait des plantations où en fait ils ont une façade commerciale qui donne sur cet axe puisqu'on est sur une route départementale qui est très très fréquentée. Une dernière petite question dans l'immédiat, en tout cas, avant de passer la parole à Émeric. Vous avez évoqué une opération façade. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, finalement, nombre de façades rénovées, conditions de financement, etc. Alors sur l'opération façade, les élus depuis plusieurs décennies ont une opération façade classique. Dans le cadre de l'OPA-RU, on a fait évoluer cette opération façade. On a donné un peu plus, en fait, on a donné plus de subventions sur ce périmètre-là. Le nombre exact je pourrais pas vous le donner précisément, mais chaque année, environ, on met 40 000 euros de travaux de subvention en façade. En fait, D'accord. Et vous l'avez dit, du coup, avec un soutien plus important dans les deux secteurs tout à concernés. fait. Dans tout le secteur du centre-ville, pardon. Il part à peu près du rond-point et qui va jusqu'au marché couvert, jusqu'à l'église, en fait. On a voulu vraiment que ce périmètre-là fasse l'objet d'un appui, d'un effort public pour qu'il soit revitalisé. Et ça a été le cas. Merci beaucoup, Alexandre. Je vais donner la main maintenant à Émeric pour les compléments qu'il souhaite et puis peut-être revenir ou nous aider à prendre de la hauteur sur le dispositif RH Tivori, s'il vous plaît. Oui, merci. Alors, juste pour compléter par rapport à justement cette opération, d'abord, il faut savoir que l'éligibilité avait été accordée en novembre 2016 et que donc l'après, il y a eu l'étude de calibrage qui s'est déroulée sur l'année 2017 avec justement le passage en CNLHI en juillet 2017. Donc, vous voyez, ça a été assez vite pour accorder alors, une subvention qui était de 209 000 euros, à peu de choses près. Je vous épargne les quelques euros. Mais voilà, donc c'est vrai que, pour compléter, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs immeubles démolis. Deux de ces immeubles étaient frappés d'un arrêté d'insalubrité irrémédiable. Et un troisième était, lui, dans une position où il était structurellement lié aux autres immeubles. Et donc, il a fait partie aussi de cet ensemble qui a été financé dans le cadre de la RHI Tirori. Donc, tout n'a pas forcément été financé par la RHI, mais en tout cas, les immeubles qui étaient frappés d'un arrêté et sur lequel il y avait après une demande de pouvoir justement les déconstruire ont été intégrés à l'étude de calibrage et c'est ça qui a amené cette subvention à de 70%, donc c'était 300 000 euros hein, pour toute la phase de recyclage foncier et donc 70%, ça a donné les 209 000 euros de subvention liées à l'ANA et à la hiérarchie théorie. Cette opération, elle est vraiment intéressante parce que comme Alexandre pardon, vous l'a bien expliqué, on est vraiment à cheval entre un projet d'aménagement qui est plus global et qui s'élargit vraiment à l'échelle de la commune, voire même de l'intercommunalité, mais aussi qui est en lien avec vraiment une opération
d'amélioration de l'habitat. Et donc, comme ça a été expliqué, et on a une convention liée à alors c'est une ORCBDT, opération de revitalisation de centre-bourg et de revitalisation du territoire. Peut-être que je me suis un peu aussi emmêlé les pinceaux, mais qui est donc active depuis 2017 et qui est extrêmement efficace. Alors, elle est ambitieuse hein, pour à l'échelle de la commune et de l'Interco. Cette opération visait quand même à améliorer ou à remettre, enfin de transformer près de 240 logements et de mettre sur le marché près de 120 logements locatifs sociaux par des propriétaires bailleurs. Là, actuellement, on est même au-delà, puisque rien que sur la Vlanée, c'est plus de 300 logements qui ont été financés dans le cadre de cette opération programmée. Et comme le disait Alexandre tout à l'heure, il y a même des opérations qui se font en dehors de l'ANA. Donc, tout l'intérêt vraiment d'être intervenu sur les Lousses-et-Coustou, c'était vraiment de pouvoir. Alors, certes, on n'a pas reconstruit sur site de logements, mais c'était vraiment l'idée de redonner de la qualité urbaine pour tout ce bâti environnant pour que le secteur privé revienne et justement réinvestisse l'ensemble de ces bâtis pour pouvoir justement redynamiser tout ce secteur-là. Pour répondre à une des questions qui a été posée par rapport au fait que, bien sûr, avec la RHI Tirori, il y a une demande de reconstituer les logements occupés qui sont démolis. On a, nous, délégation locale, donc appuyé la demande de la commune d'une dérogation visant à reconstituer le logement occupé qui était démoli dans le cadre de l'opération sur un site à proximité, parce que justement, ça nous semblait important et essentiel de pouvoir, à cet endroit-là, au contraire, libérer l'espace et de pouvoir justement redonner cette qualité urbaine et donc de pouvoir amener cette dynamique vertueuse pour justement reconquérir tous ces logements qui est en train de se dégrader ou qui étaient carrément vacants. Voilà. Il y a Alors, c'est un travail, hein, comme Alexandre l'a précisé, ça a commencé par l'étude Lavelanet 2050 qui a amené à un moment donné à re-questionner 7 îlots sur Sécoustou. Donc, c'est un travail en amont, mais qui continue, et un travail commun entre les services de l'État et les collectivités, hein, que ce soit la commune ou l'intercommunalité, pour justement amener à travailler sur tous ces projets de redynamisation et de revitalisation de ce territoire. Donc là, il y a eu une opération avec l'outil RHI Tirori sur Sécoustou. On accompagne aussi la commune et l'intercommunalité sur d'autres opérations avec le fonds friche, avec le fonds vert. Comme ça a été expliqué, il y a aussi de la DETR qui justement permet de pouvoir aussi continuer à transformer la ville et donc de la rendre de plus en plus attractive. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien. Et nous, pour nous, cette démarche de travail commun, de travailler ensemble et en amont, on le refait aussi, on essaye de le faire sur d'autres territoires, de toute façon sur l'ensemble de nos territoires, c'est un peu la façon dont on souhaite travailler. À titre d'exemple, sur un autre territoire de l'Ariège, on accompagne une collectivité grâce à une étude AMO pour projet complexe qui est financée aussi par l'ANA et qui pose la question de comment reconquérir un îlot dégradé dans une vieille bastide, le cœur historique d'une bastide, situé non seulement en zone inondable, soumis à un PPRI en zone rouge, mais aussi en abord de monuments historiques. Et donc là, c'est vraiment on sent bien que là, on touche vraiment à la complexité de comment actuellement, pour essayer justement de s'inscrire dans la loi climat et résilience et d'essayer d'éviter de continuer à étaler enfin, construire sur des zones à urbaniser, mais au contraire d'essayer de reconquérir ces centres anciens sur des secteurs qui ne sont pas forcément évidents, avec des besoins ou des attentes de la population qui ont changé. Et donc, comment on peut réussir à reconquérir ces centres anciens pour pouvoir justement leur redonner une qualité urbaine et un usage. Donc là, bon, cette étude AMO, elle est en train de se finaliser. Elle devrait amener à ce que
un projet avec un maître d'œuvre soit bientôt lancé pour pouvoir justement finaliser ce travail. Mais c'est vrai que c'est un travail qui, pour le coup, mêle les différents services de l'État, puisque là, on voit bien qu'on touche aussi bien à l'habitat, au risque et aussi, bien entendu, voilà, tout ce qui est d'ordre patrimonial. Euh, alors, je suis architecte urbaniste de l'État. Donc pour moi, toutes ces questions-là, elles sont importantes. C'est comment faire ce lien justement entre revitalisation du territoire, résorption de l'habitat dégradé, insalubre et préservation du patrimoine. Ça, je pense que c'est vraiment une des questions essentielles qu'on a actuellement à se poser. Et c'est vrai que c'est important que avec les services de l'État, avec justement tous les chefs de projet, on puisse réfléchir à ça et à justement aussi mêler les autres services de l'État, hein, comme les UDAP, pour justement amener justement cette capacité à pouvoir remobiliser tout ce bâti ancien. C'est vrai que c'est du patrimoine, parfois c'est du patrimoine remarquable, parfois c'est du patrimoine banal, mais qui forme aussi toute la richesse et la qualité de tous nos territoires. Et c'est justement toutes ces questions-là qu'on doit pouvoir discuter ensemble. On sait qu'actuellement, lorsqu'on fait des rencontres nationales ou régionales, hein, c'est une question qui revient assez souvent sur comment, dans des périmètres MH, on arrive à pouvoir retravailler ces centres anciens, pouvoir les reconfigurer pour les adapter aux besoins actuels. Donc ça fait partie de ces interrogations-là. Et c'est vrai qu'on peut même se demander si justement le ministère de la Culture ne pourrait pas intégrer le conseil d'administration de l'ANA pour que ces questions-là, je sais que l'ANA travaille dessus actuellement, mais pour qu'elles continuent à être portées même au... Hmm, tout à fait. D'ailleurs, nous allons poursuivre dans le cadre de cette saison thématique et dans le cadre d'un rendez-vous en présentiel à Joinville très bientôt, les 7 et 8 novembre, aborder cette question voilà, de la place du logement dans les petites villes de demain. Et Joinville est un territoire où, enfin une commune qui a beaucoup travaillé avec l'ABF. Et pour celles et ceux qui sont intéressés, inscrivez-vous à cet atelier. Vous aurez certainement un certain nombre de clés qui répondent directement, qui font directement écho à l'intervention d'Emeric. J'ai encore une ou deux questions peut-être à vous poser, hein. C'est vrai que le RHI Tirori, au-delà de cet acronyme horrible, bah, interroge aussi quand même beaucoup. Et Alexandre Pereira a fait vraiment l'exemple, a témoigné vraiment de l'exemple même de comment on peut tirer le fil et arriver vraiment à un projet structurant et transversal. Est-ce que, Émeric, est-ce que RHI Tirori, ça se fait dans le cadre d'une OPA classique? Je connais à peu près la réponse, mais je vais vous laisser la formuler. Alors, pour le coup, c'est une question sur laquelle je ne vais pas savoir forcément répondre. Pour moi, oui. Mais il faut de toute façon qu'il y ait, on ne peut pas, parce que bien entendu, la hiérarchie théorie, là, on part sur le coercitif par rapport à l'habitat et à la dégradation de l'habitat, quand on a besoin, bien entendu, à un moment donné, d'avoir de l'incitatif. Et l'incitatif, c'est ces opérations programmées qui permettent qu'à un moment donné, certes, l'ANA peut-être met de l'argent pour remédier à des difficultés qu'un privé ne pourrait plus de lui-même prendre en charge, mais il faut bien entendu que derrière, et on l'a vu sur la l'année, il faut que derrière, on ait aussi des investisseurs privés qui puissent venir et donc on puisse aussi les accompagner et les aider pour que justement ça soit, enfin, c'est très bien que le dynamisme justement autour de la question du logement, elle doit être portée principalement par le privé. Est-ce que vous voulez compléter éventuellement de votre point de vue, Monsieur Pereira, cette réponse? Mhm. Après, c'est évident que enfin, dès le départ, il faut être aidé par un bureau d'études pour mettre en place ce dispositif. Enfin, dans les collectivités, on n'a pas assez de maîtrise sur cet outil-là, hein. Vous parliez d'un acronisme. Le jour où moi, on a commencé à me parler du RHI Tirori, je peux vous assurer, j'ai mis 6 mois pour comprendre ce que ça voulait dire et quelles étaient les finalités. Mais effectivement, il faut qu'on soit accompagné par l'État et par un bureau d'études. Je pense que, alors sans être une spécialiste de tous ces sujets-là non plus, et on se rapprochera évidemment de l'ANA pour, dans le cadre de la capitalisation, vous apporter quelques clés supplémentaires de compréhension de ces opérations. Mais vous avez tout à fait raison, Émeric, c'est complémentaire entre OPA et RHI Théorie, entre une approche à la fois d'un côté euh, coercitive et de l'autre plutôt incitative.
Est-ce qu'il y a, je ne sais pas si vous sauriez répondre, je me risque à une dernière question sur les opérations RHI Théorie. Est-ce que vous savez s'il y a un minimum de bâtiments qui doivent être concernés? Est-ce qu'il y a une surface ou quelque chose qui fait qu'il il y aurait des minimums d'une façon ou d'une autre? Non? Moi, je ne pense pas Mm. il y a un minimum qui est un logement ou Mm. un bâti, mais non, je ne pense pas qu'à partir du moment où il y a un vrai enjeu sur un bâtiment qui pose vraiment de gros problèmes. Alors, là encore, c'est vrai que la hiérarchie intervient vraiment là où on sait que un investisseur privé ne pourra plus intervenir tellement les coûts seraient Hmm. prohibitifs et Mm. complètement aberrants par rapport à un équilibre économique. Même une opération, même un logement qui peut poser question, je pense, peut donner lieu, si derrière on a bien toute une stratégie liée à l'habitat sur un territoire, peut tout à fait être éligible. Après, peut-être que l'ANA me contredira, mais j'espère que même sur un immeuble, on peut intervenir. Et puis Julie, dans l'équipe qui est connectée et qui assure le bon déroulement de ce webinaire, me précise qu'on a déjà transmis dans le chat le guide justement des opérations RHI Théorie. Donc je vous invite à le parcourir pour en savoir plus. Je vous propose d'en rester là, messieurs. Merci beaucoup pour Oui. votre témoignage qui était fort riche. On se retrouve, nous, bientôt dans le cadre de cette saison thématique que nous allons poursuivre jusqu'à mi-décembre, donc durant encore 2 mois. Nous évoquerons dès le 6 novembre, donc une fois les congés passés pour celles et ceux qui en prendront, nous aborderons la question, enfin Urban Vitalis, DataVis, pardon, un outil de la Banque des Territoires sous le prisme du logement, justement, pour vous montrer tous les bienfaits et toute l'utilité de cet outil à la main et à la disposition des chefs de projet Petite Ville de demain. Nous aurons deux autres rendez-vous coup sur coup les 13 et 14 novembre. L'un pour évoquer MaPrimeAdapt avec la DGLN et la ANA, dispositif qui sera en vigueur à compter du 1er janvier 2024. Et nous aurons également un deuxième rendez-vous, les clés pour agir, comment être accompagné dans la rénovation énergétique des logements. Donc, merci encore à nos intervenants du jour. Je vous dis à tous à très bientôt. Merci. Merci.